Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 13 novembre du 7-8 sur TV Fil 78 en direct si vous nous suivez à 18h. Premier invité pour débuter cette édition, Guillaume Pasquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'établissement public Paris-Saclay et vous allez nous en dire plus sur vos missions et surtout sur l'avenir de ce dossier dont on parle déjà depuis plusieurs années. Faut-il craindre que sa réalisation soit difficile? Crise ou pas, le Premier ministre a en tout cas confirmé son soutien. C'était il y a quelques semaines, tout juste 15 jours. On reviendra sur ces déclarations. Le mardi, il est aussi question d'environnement, la chronique environnement avec Valérie Auribeau. Bonsoir Valérie. Bonsoir Alfred. Et ce soir, vous allez nous parler du bio. Oui, de la filière céréalière et plus particulièrement de la farine bio avec l'un des derniers meuniers traditionnels yvelinois qui sera avec nous sur ce plateau. Et nous verrons également comment il travaille. On verra des images de son exploitation. Ce sera la chronique environnement comme chaque mardi dans le 7-8. Et puis ce soir, nous parlerons aussi de ces salariés qui donnent une journée de leur temps de travail pour une action de solidarité. Une initiative de la société Holcim. À 50 ans en Yvelines, une quarantaine de collaborateurs à nettoyer les abords de l'étang des Noé à La Verrière. Le chef de projet sera sur ce plateau. C'est l'image du jour, la rencontre de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti, avec des responsables de Thales à Elancourt. Une visite sur le terrain ce matin avant le discours prononcé dans la soirée à Paris lors d'une réunion du réseau économique de l'APF, l'Association des paralysés de France. En cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées, s'est rendue aujourd'hui à Elancourt au sein de l'entreprise Thales. Mais j'ai vu une entreprise où il y avait véritablement une volonté claire, affirmée depuis 20 ans, d'intégrer les personnes en situation de handicap comme des travailleurs ordinaires, avec leurs difficultés, avec intégrer, garder dans l'emploi, maintenir dans l'emploi quand il s'agit de salariés à qui il est arrivé un problème de maladie ou garder dans l'emploi. Depuis 20 ans, le groupe Thales mène une politique d'insertion à l'égard des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le taux global d'emploi réservé aux personnes handicapées s'élève à 5,1% et concerne 1640 salariés. Le groupe espère atteindre d'ici à la fin de l'année le taux minimal de 6% imposé par l'État. Il est important que cette compétence, elle reste dans l'entreprise et c'est pas parce que c'est une personne handicapée qu'elle ne doit pas avoir une évolution de carrière comme les autres afin qu'on puisse garder aussi cette compétence. Et donc c'est en mettant en place ces politiques de maintien dans l'emploi, donc accompagnement, adaptation des postes de travail, innovation technologique aussi pour permettre de mettre en place des moyens techniques pour compenser le handicap et puis des formations appropriées qu'on arrive à maintenir dans l'emploi de ces personnes handicapées. À l'exemple de ces salariés qui bénéficient d'une aide technique pour leur permettre de mieux voir ou de communiquer par téléphone malgré un handicap auditif. Vous le savez, le président de la République qui va s'exprimer tout à l'heure, le Premier ministre a comme objectif l'emploi. L'emploi est toujours l'emploi. On parle beaucoup du rééquilibrage des comptes publics, la situation compliquée. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui fait rêver. Mais derrière ça, nous n'oublions pas notre objectif, la justice, la solidarité. Et ça passe par l'emploi, et ça passe par l'emploi des personnes en situation de handicap. Le président de la République, lors de sa campagne, a dit qu'il augmenterait les sanctions des entreprises qui ne répondent pas aux critères de la loi. Mais pour y remédier, en même temps qu'augmenter les sanctions, on va d'abord discuter. Et c'est bien ce qu'on va faire en 2013, lors d'une vraie négociation avec l'ensemble des partenaires autour de la table. De son côté, l'UMP a lancé une pétition visant à accorder un prêt à taux zéro pour les personnes souffrant d'un handicap moteur. La proposition de loi menée par Gérald Darmanin et l'Yvelinois David Douillet est déjà soutenue par 103 députés. Nous allons consacrer le décryptage de ce soir, de cette édition du 13 novembre au Grand Paris avec le directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. Votre mission, c'est de développer le sud-ouest de Paris, un plateau qui est principalement agricole, qui est bordé par la Bièvre et par l'Yvette, ça c'est pour les précisions géographiques. Et quand on cherche un petit peu plus à définir vos missions, voilà ce qu'on peut retrouver. Contribuer à une croissance équilibrée du territoire et à sa contribution à l'attractivité francilienne et française, c'est-à-dire pour les non-initiés. Alors pour les non-initiés, en quelques mots, effectivement, rappelons ce que c'est que ce grand projet Paris-Saclay. Vous l'avez dit, c'est un projet du Grand Paris. Ça fait partie du Grand Paris et c'est en réalité un triple projet dont l'établissement public a la charge ou du moins auquel il contribue. Un premier projet, un projet universitaire technologique scientifique, avec sur ce territoire l'autre spécificité, celle que vous n'avez pas citée, c'est une concentration exceptionnelle de potentiels scientifiques et technologiques qui sont arrivés au cours de l'histoire, au cours des 50 dernières années,
avec le CEA, avec l'école polytechnique. Il existe déjà des choses sur place. Il existe déjà. Tout n'est pas aujourd'hui, nous avons déjà sur ce grand territoire que vous avez bien délimité, 13% à peu près de la recherche publique française. Le dernier arrivé étant l'université de Versailles-Saint-Quentin plus récemment. Et je dis bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent de tout ce qu'on trouve dans la région Rhône-Alpes dans son ensemble. Donc le premier projet, il est scientifique, c'est-à-dire de renforcer ce potentiel en accueillant de nouvelles écoles, de nouveaux établissements qui veulent rejoindre ce grand pôle et qui veulent s'organiser de façon un petit peu révolutionnaire en une grande université de Paris-Saclay qui regroupera des universités, Paris 11, l'UVSQ que j'ai cité, des grandes écoles d'ingénieurs prestigieuses, Polytechnique, Centrale, l'Agro, etc., et des centres de recherche comme le CEA, comme le CNRS, comme l'INRA. Tout cela fait un ensemble exceptionnel. C'est la première dimension du projet. Deuxième dimension du projet, dimension économique. L'ambition, c'est de tirer profit au maximum de cette concentration pour déclencher de l'innovation, de la croissance économique. Création de petites entreprises issues de ces labos, croissance des PME technologiques déjà présentes, et puis attractivité auprès des grands groupes et de leurs centres de recherche. C'est la deuxième dimension. Et là, j'insiste sur le fait, le campus, c'est essentiellement en fait un territoire assez restreint au sud de ce plateau. L'attractivité économique, ça va beaucoup plus loin. Il y a bien sûr les entreprises qui sont juste à côté des labos, et puis il y a celles qui sont dans ce grand archipel de zones d'activité qui est tout autour, qui est particulièrement riche déjà en groupes technologiques. Je pense à Saint-Quentin-en-Yvelines, je pense à Vélizy, on peut aussi parler de Courtabœuf dans l'Essonne, ou de Massy. Nous avons là, en gros, le CAC 40 technologique, les grands assembliers, les grandes sociétés d'ingénierie. Tout ça, ça fait partie de Paris-Saclay. Tout ça, ça fait partie de Paris-Saclay. Et l'ambition, c'est que si on réussit le cœur, tout cet écosystème va en bénéficier et va devenir plus attractif, plus dynamique. Et puis au-delà, c'est l'espoir, bien sûr, c'est que ce soit une grande plateforme d'innovation pour l'économie française tout entière, qu'on vienne à Paris-Saclay pour y trouver des idées et se développer où que l'on soit sur le territoire. Le but, c'est d'être compétitif avec l'Europe aussi. Oui, c'est dans cette optique-là que ça a été lancé, ce projet. Le but, c'est d'être compétitif. En Europe et dans le monde. En Europe et dans le monde, avec des grands pôles qui sont structurés un peu de la même manière, sur les mêmes principes, avec des réalités géographiques différentes. On peut citer Cambridge au Royaume-Uni, on peut citer bien sûr l'exemple un peu tarte à la crème, mais référence, la Silicon Valley. Munich en Allemagne est également un pôle extrêmement puissant de ce type. Tout cela fait que Paris-Saclay a la capacité d'être l'un des 10 grands pôles. Paris-Saclay pourrait rivaliser avec la Silicon Valley, justement. Bon, alors voilà, ça, j'aurais mieux fait de me taire. Donc ce n'est pas... J'aurais mieux fait de me taire. C'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est immense, c'est beaucoup plus grand. La Silicon Valley francilienne, c'est l'Île-de-France tout entière. Donc l'échelle n'est pas la même. Mais les principes d'organisation sont les mêmes. Et les principes de création économique sont finalement les mêmes. Et puis, j'ai cité donc... Le troisième point. Le troisième point, c'est un projet d'urbanisme et d'aménagement. Un territoire, vous l'avez aussi bien décrit, avec ce grand plateau resté agricole à l'écart de l'urbanisation, très proche du centre de la ville, aujourd'hui très mal desservi, et qui est un héritage auquel la population est attachée, qui est un élément de qualité de vie que nous allons conserver et valoriser. Mais assez frange, un urbanisme aujourd'hui souvent un peu déficient, du fait de l'absence de transport en commun structurant. Et donc le projet que nous menons, qui un peu conditionne le succès des deux autres projets, c'est celui de transformer cet urbanisme, d'accueillir de la mixité, avec non seulement des établissements d'enseignement supérieur de recherche, des entreprises de toute taille, mais aussi de la ville, des habitants, des étudiants, des services, des commerces, tout ça sur les franges de ce plateau, avec un deuxième principe de densité et de compacité. Il ne s'agit plus, surtout pas, de s'étaler et de consommer les terrains. Et tout ça grâce à un mode de transport qui est le supermétro, dont on a beaucoup parlé. On verra tout à l'heure que le dossier n'est pas encore déterminé. Est-ce que ce supermétro va voir le jour? On en parlera tout à l'heure au cours de cet entretien. On va s'intéresser à la dernière actualité en date, en tout cas pour l'établissement public Paris-Saclay. C'est le lancement de la consultation pour la réalisation de logements sociaux destinés aux étudiants et aux apprentis. Ça, c'est une réalisation concrète, qui peut illustrer cette notion d'urbanisme et de création de logements que vous évoquiez. Un chiffre va apparaître, c'est d'ailleurs le chiffre de cette édition. 300, c'est le nombre de logements à réaliser. La consultation qui a tout juste débuté va servir à quoi concrètement? Alors, c'est un point extrêmement important. Il y a en Île-de-France en général un très fort déficit de logements étudiants. Et à Paris-Saclay, particulièrement. En réalité, très peu d'étudiants bénéficient d'une chambre dans une résidence étudiante. Et c'est un problème pour le dynamisme de ce site, parce que d'abord, qualité de vie des étudiants,
déficiente. Et puis ensuite, faiblesse de l'animation du site, puisqu'à 18h, il n'y a plus personne, enfin sur le sud du plateau de Saclay, et le week-end non plus. Le besoin, il est bien supérieur à 300. Il va falloir plutôt atteindre un chiffre de 8000. Ce que vous citez, c'est la première tranche que nous venons effectivement de lancer avec un appel à concurrence lundi dernier et qui arrivera avec, l'objectif c'est d'ouvrir une première résidence en 2015 et qui arrivera avec le même rythme que la première vague de nouvelles écoles qui s'implantent sur le site. Il s'agit de se développer en parallèle et non pas en séquence. On fait une première étape, école, en l'occurrence l'ENSAE, l'école de la statistique et de l'administration économique, qui nous rejoindra en premier, et puis Centrale arrivera juste après, cette première tranche de logement, mais aussi on va en lancer des consultations pour des tranches de logements familiaux, et puis des entreprises, j'aurais pu les citer aussi, les premiers projets, EDF va construire un grand centre de recherche sur le plateau de Saclay pour accueillir 1500 salariés. Donc il y a ces logements, hein, l'appel qui a été lancé, la consultation qui a été lancée, ce sera un petit peu un modèle de ce qui va ensuite voir le jour sur ce territoire, promouvoir la mixité au cœur de quartier, s'ouvrir sur l'espace public, favoriser la convivialité, tout ça ce sont des poids très importants et c'est votre rôle en tant qu'établissement public, en tant qu'aménageur, de vous assurer que ce sera bien présent sur la réalisation. C'est notre rôle en tant qu'établissement public et c'est le souhait des élus locaux. C'est ce que souhaitent les élus locaux. Les élus ne veulent pas un lotissement industriel sur la frange du plateau. Ils veulent un morceau de ville vivant et, comme vous l'avez dit, mix et divers. Donc c'est effectivement notre feuille de route et notre ambition. Il y a cette université Paris-Saclay que vous avez évoqué, une date 2014 pour son ouverture. C'est une date qui est maintenue pour l'instant? Oui, alors l'établissement public travaille main dans la main avec le porteur de cette université qui est la Fondation de coopération scientifique. Cette fondation, elle regroupe 22 établissements qui sont déjà sur le plateau ou qui veulent y venir. Et elle mène ce projet projet transformant de création d'une université qui s'appellerait Paris-Saclay et qui réunirait tout le monde. L'objectif, effectivement, c'est qu'elle ait une existence juridique début 2014 pour une première rentrée en septembre 2014 par conséquent. Le calendrier est aujourd'hui tenu. Il est très important de savoir que ce projet a reçu le soutien très fort, vous l'avez rappelé aussi en introduction, du précédent gouvernement et du nouveau gouvernement. Il a remporté l'un des appels à projets les plus importants des investissements d'avenir, puisqu'il est qualifié d'initiative d'excellence, ce qui lui garantit des succès pour peu qu'il tienne sa feuille de route, dont la création effective en 2014. Et donc, alors, ce n'est que le début. Je veux dire, une fois qu'elle est créée, ensuite, il faut réorganiser les diplômes. Il faut construire. Parce que c'est 22 institutions fédérées, 47 000 étudiants, 5 700 doctorants, 10 500 chercheurs. Voilà, pour ceux qui aiment les chiffres, c'est 15% du potentiel de recherche de la France. C'est pour situer un petit peu l'envergure. Mais concrètement, on y fera quoi dans cette université de Paris-Saclay? Beaucoup de sciences. Beaucoup de sciences. C'est-à-dire que c'est à la fois sa force, elle est extrêmement diverse sur les disciplines scientifiques et les sciences de l'ingénieur, où toutes les disciplines de base sont couvertes à un vrai niveau d'excellence. En revanche, elle a moins de potentiel, à l'exception, je dois dire, de l'université Versailles-Saint-Quentin, qui apporte là une vraie diversité, un véritable intérêt à l'ensemble sur les sciences sociales et le droit et ce genre de choses. Justement, vous mentionnez l'université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines. Comment se passent les rapports avec cette université? Jean-Luc Vessière, qui est le nouveau président de cette université, qui a succédé il y a moins d'un an à Sylvie Faucheux, a déclaré récemment qu'il souhaitait pouvoir contrôler son destin, préserver les caractéristiques de son université, donc de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines, et permettre de féconder ses propres projets. L'université de Versailles-Saint-Quentin, par exemple, a peur de perdre son âme, de perdre ses missions, sa raison d'être, son autonomie? On est au cœur du débat. Alors, j'ai un peu de mal à m'exprimer sur le sujet parce que je ne suis pas directement en charge de ça. C'est le travail de la Fondation avec chacun de ses 22 membres, dans leur diversité, avec leurs identités, avec leurs forces, de les respecter et de faire en sorte que ce projet soit pour eux un accélérateur et essentiellement positif. Donc le débat a lieu. Mais pour vous, l'université de Versailles-Saint-Quentin a tout intérêt à rejoindre l'université de Paris-Saclay? Alors ma conviction, et ça j'aurais pu le dire dans la première partie, c'est qu'il faut que le projet marche sur ses deux pieds. Et je dirais, il y a un pied dans l'Essonne et un pied dans les Yvelines. Et je pense que l'université de Versailles-Saint-Quentin a tout à gagner et a vocation à être partie prenante de ce grand projet. Tous ces projets, justement, ce grand projet Paris-Saclay a été porté par le précédent gouvernement, porté par Nicolas Sarkozy plus précisément. Avec le changement de gouvernement, il y a peut-être eu un moment où vous avez eu un doute. Et pour autant, il y a 15 jours, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre socialiste, a confirmé qu'il y aurait bien des investissements, 850 millions en capital du plan Campus, les 950 millions également reçus dans le cadre des investissements d'avenir. Donc l'argent sera bien présent, vous êtes rassurés. Les partenaires aussi privés, eux, sont rassurés. Ils reviennent et ils s'intéressent à ce projet?
Vous avez vu le discours du Premier ministre comme nous. On n'a pas vraiment douté en réalité, puisqu'on est convaincu par l'intérêt de ce projet. Jean-Marc Ayrault a confirmé l'intégralité des investissements et surtout a confirmé le sens du projet, celui que j'ai décrit, un projet économique, un projet essentiel pour l'innovation et la croissance de la France. Dès cet instant, il a rassuré l'ensemble des acteurs. Vous citez les entreprises. Effectivement, les entreprises qui sont déjà dans une dynamique pour venir à Paris-Saclay ou qui sont déjà présentes, ont aussi entendu ce message. Parce que c'était un signe fort et c'était pas anodin aussi. Et c'est un signe extrêmement fort. Et j'ajoute, les entreprises, elles ont aussi entendu une troisième composante que vous n'avez pas citée dans les financements, c'est la confirmation. Vous avez cité le plan campus, vous avez cité l'argent pour l'immobilier du plan campus, et il y a aussi de l'argent pour la recherche dans le cadre des investissements d'avenir. Et ça va financer un certain nombre de laboratoires d'excellence, d'équipements d'excellence, cette fois de l'humain et non plus des murs, mais aussi ça va financer des projets, je dirais, d'interface entre la recherche publique et le développement industriel. J'en cite deux. Paris-Saclay efficacité énergétique, qui associe, outre des labos publics, Air Liquide, EDF, Total, sur les questions d'efficacité énergétique urbaine, ce genre de choses. Un projet confirmé. Et puis le deuxième, plus près de côté yvelinois, le projet VDCOM pour véhicules décarbonés et sa mobilité. Même logique, mais sur tout ce qui concerne le véhicule électrique, communicant, etc., etc. Il y a eu le changement de gouvernement, qui pouvait ou non mettre un doute, même si vous nous dites que vous étiez confiant. Il y a aussi la crise économique. Oui. Et là, c'est un autre problème. Fallait-il, ou faut-il en tout cas, financer le Grand Paris? Est-ce une priorité, ce dossier du Paris-Saclay? Nous sommes allés poser la question à quelques Yvelinois. Voici leur réponse. Ben oui, parce que c'est des investissements et que ça doit rapporter à la région. Donc je pense que oui, il ne faut pas arrêter d'investir quand il y a la crise. Oui, je pense qu'il faut continuer à réaliser des investissements sur ce plateau de Saclay qui permettra non seulement à de nombreuses entreprises de se développer ou de se créer tout simplement sur ce plateau de Saclay, mais aussi de maintenir l'emploi, voire de le développer. Et en cette période de crise, on en a vraiment besoin. Bah oui, je pense qu'il faut continuer, oui. Un bon levier pour développer l'activité, l'habitat et toute la vie dans le grand Saint-Quentin en Yvelines, on va dire. Je trouve que ça fait beaucoup de finances pour ça, mais enfin, en même temps, c'est peut-être pour améliorer l'état actuel des choses. Crise ou pas crise, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils construiront, ils développeront. Et je pense que malgré la crise, je pense que ça peut peut-être amener du boulot pour pas mal qui en recherchent. Donc après, si c'est le but, tant mieux. Après, de toute façon, derrière tout ça, il y a toujours des gens qui s'enrichiront. Mais bon, ouais, je pense que c'est une bonne chose. C'est comme tous les financements, en fait. Il y a un moment donné ou un autre, pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, pour pouvoir générer de l'activité, il faut investir. Le Grand Paris, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a d'autres priorités. Mais bon, en même temps, Paris, on en a besoin aussi. Voilà. Paris, centre des arts, quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres priorités ? Vous allez nous dire que c'est la priorité, c'est essentiel. Je ne suis pas juge des autres priorités. J'apprécie beaucoup le focus mis par les habitants yvelinois sur l'investissement et le fait que ça va effectivement avoir de l'effet. Il faut investir pour récolter ensuite. Voilà, ça me paraît très positif. Alors il y a cette question dont on parlait tout à l'heure et on va conclure avec ça, c'est cette question du grand métro. Alors c'est un dossier qui a été très long et très agité. Il y a eu deux projets au tout début, celui de la région Île-de-France, également le projet du Grand Paris avec deux axes différents. Finalement, les deux parties ont réussi tant bien que mal à se mettre d'accord. Et puis ensuite, il a fallu trouver des financements. Et là, avec le changement de gouvernement, il y a une autre réflexion qui s'est engagée. Il y a des études qui sont en cours entre la modernisation du réseau actuel ou alors l'investissement et la création de nouveaux axes. Les décisions seront prises d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Et là, par contre, il y a un point d'inquiétude pour l'ensemble des autres points du dossier, parce que tout est déterminé par l'arrivée ou non de ce super métro qui permettrait de relier toutes les banlieues, en gros, autour de Paris. Effectivement, le métro du Grand Paris, c'est la colonne vertébrale du projet dont nous parlons depuis 10 minutes. Pour être plus précis, ce métro du Grand Paris, en ce qui concerne le territoire de Paris-Saclay, c'est ce qu'on appelle la ligne verte, qui va d'Orly jusqu'à Versailles-Chantier, en passant par Massy, le campus, Saint-Quentin en Yvelines, le plateau de Satory à Versailles et terminus à Versailles-Chantier. Pourquoi c'est absolument essentiel et quel est comment dirais-je, le cahier des charges ? C'est essentiel parce que
on va générer de l'activité, on va accueillir du monde. Et si on veut que ça marche, ça ne marchera que si on a un fort report modal de la voiture individuelle vers le transport en commun. C'est attendu par ceux qui sont déjà là et c'est la condition de l'arrivée de bien des projets. Le cahier des charges, c'est rapide, fréquent et connecté au réseau métropolitain. Paris-Saclay n'est surtout pas une île, surtout pas la cité des sciences, la cité des étoiles hors du monde. Ça, ce serait l'échec. Il faut que ce soit connecté aux autres pôles économiques, aux autres pôles d'habitat, aux autres pôles. Et il faut que ce soit rapidement mis en place aussi. Alors, c'est le détail le plus important. Exactement. C'est le débat qui reste à trancher. Le grand débat public que vous avez rappelé a permis d'aboutir à cette solution, qui n'était pas la solution de départ avant le débat public. Maintenant, la grande question qui est à l'instruction en ce moment, c'est celle du phasage. Quelle ligne on fait? Et là, nous sommes en concurrence avec tous nos amis des autres territoires de l'Île-de-France. Chacun fait valoir ses atouts et ses intérêts. C'est bien normal. Le calendrier de décision est le suivant. Le gouvernement a confié une mission à Pascal Ozannet qui va rendre un rapport à la fin du mois de novembre. Un rapport qui fera une proposition de phasage de la réalisation du métro à l'échelle du Grand Paris. Et pour le convaincre, parce qu'on est pris par le temps très brièvement, pour le convaincre aujourd'hui, il serait sur ce plateau, vous lui diriez quoi? Pour lui dire il faut que le métro arrive vite? On lui dirait qu'on a ici potentiellement l'une des 15 meilleures universités du monde dans toutes les disciplines scientifiques, qu'on a déjà, j'aurais dû commencer par là, on a déjà énormément de monde, on a déjà le Technocentre Renault avec ses 15 000 salariés, on a déjà beaucoup d'entreprises, on a la capacité de faire beaucoup mieux sur toutes les technologies, toutes les disciplines, tous les secteurs économiques d'avenir, le développement durable, la voiture électrique, la médecine, la biologie, etc. etc. Donc il ne faut pas s'arrêter, c'est bon chemin. Qu'il faut saisir cette opportunité, que les acteurs sont mobilisés, entreprises, universités, et qu'on a besoin de ce métro le plus vite possible. Merci Guillaume Pasquier, directeur général de l'établissement public de Paris-Saclay, ce vaste projet. Et puis toujours la prochaine étape cruciale, on en parlait, les annonces dans les prochaines semaines autour de l'avenir de ce super métro. Va-t-il être abandonné? Nous suivrons ce dossier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va s'intéresser à présent à une commune, celle de Magny-les-Hameaux. On quitte le Grand Paris, on s'intéresse à une ville, Magny-les-Hameaux, qui poursuit son urbanisation avec la réalisation de nouvelles habitations. Réunion d'information prévue ce mercredi soir à l'attention des Magnicois, Est-ce qu'ils pourront être les premiers et les premières à déposer un dossier? Le point avec Johanna Soudry. 38 logements neufs prévus pour 2014 sur Magny-les-Hameaux. Entre la rue des Écoles Jean Baudin et la rue Paul Cézanne, la villa du Hameau verra le jour à la pointe de la Chapelle-Lacoste. Dans ce projet, deux types de logements. Le premier, donc, c'est la location sociale pour la moitié des logements, grosso modo. Et puis l'autre partie est en accession aidée. Là, ça touche principalement des familles en construction et ça va leur permettre d'avoir un prix au mètre carré pour accéder à la propriété largement inférieur au prix aujourd'hui habituellement constaté sur la commune. Le locataire accédant bénéficie d'une TVA réduite à 5,5% au lieu de 19,6% pour cette opération. Il bénéficie aussi d'une exonération d'impôt foncier pendant 15 ans. Il n'a pas à payer des appels de fonds, contrairement à une vente en état futur d'achèvement, où on paye 20% chez notaire, 35% au niveau des fondations. Donc là, il est exonéré de tout versement jusqu'à la livraison. Par contre, pour être éligible à ce processus d'acquisition, il faut rentrer dans des plafonds de ressources qui sont, alors je vais prendre l'exemple d'une famille avec un enfant de 50 000 € net fiscal, c'est ce qui apparaît sur l'avis d'imposition. 21 logements en location-accession et 17 en locatif social, allant du 2 aux 4 pièces. Le rez-de-chaussée du bâtiment hébergera des locaux médicaux et paramédicaux sur 370 mètres carrés dans un secteur privilégié en centre-bourg. On a travaillé avec des acteurs du domaine médical de la commune pour leur proposer ce regroupement en un même lieu qui sera donc notre pôle central pour tous les soins sur la commune de Magny-les-Hameaux. Infirmières, dentistes, orthophonistes et kinésithérapeutes sont déjà prévus. Il ne manque plus qu'un médecin généraliste pour lequel un appel sera lancé prochainement. En attendant, une réunion publique aura lieu le mercredi 14 novembre à 20h30 à l'hôtel de ville pour informer les Magnicois. Présentation de projets, critères d'éligibilité, planning de commercialisation et dossier de candidature à récupérer. Les habitants intéressés devront renvoyer leur dossier avant le 28 novembre.